sanitaire, Jean Castex qui, vous le savez, a le Covid-19, faut-il parler d'un relâchement des gestes barrières? On en reparlera. Nous parlerons aussi des violences dans le foot à l'issue de la réunion qui a eu lieu ce matin à Beauvau. Quelles mesures prendre? Quelles sanctions? Ça sera notre débat. Et puis, bien sûr, cette question aussi qui agite notamment Michel Barnier et les Républicains plus généralement, faut-il rétablir un service militaire pour les filles et garçons? C'est une proposition d'un des candidats LR. Ce sera également au menu du jour. Mais avant cela, évidemment, on commence par ces tensions en Guadeloupe. Vous le savez, on voit les images depuis une semaine maintenant, ces barrages, ces pillages, ces agressions, ces contestations. Vous savez, il y a eu un renfort sécuritaire qui a été envoyé avec des hommes du RAID, du GIGN, et puis le gouvernement donc, qui se veut à la fois ferme et qui a annoncé également une instance de dialogue pour convaincre sur la situation sanitaire et vaccinale. Je voudrais vous faire écouter Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, qui doit se rendre sur place dans les jours qui viennent. Lui, s'est monté très ferme ce matin. Chaque nuit, malheureusement, nous avons des violences importantes en Guadeloupe. On n'a pas de violence urbaine au moment où je vous parle, mais malheureusement, ces dernières heures, nous avons eu des tirs contre des policiers, notamment à Pointe-à-Pitre. Et on voit bien qu'on n'est pas sur une question sanitaire et sociale. On est sur des bandes, on est sur des voyous, on est sur des personnes qui sont malheureusement déjà défavorablement connues des services de police ou de la justice, qui se servent de cette crise pour s'exprimer dans la violence. Et ça, pour le coup, la réponse du gouvernement, elle est implacable, elle est claire, elle est ferme. L'envoi du RAID et du GIGN est là aussi pour juguler ces personnes qui sont malheureusement armées. 95 interpellations, une trentaine de premières réponses pénales qui viennent d'être données par les tribunaux de Guadeloupe. Et donc, la première mission du gouvernement de l'autorité judiciaire, c'est de rétablir l'ordre. Alors, vous avez entendu la fermeté de Sébastien Lecornu. Je rappelle que cette crise est partie la goutte d'eau, j'allais dire, ça a été cette situation sanitaire, notamment l'obligation vaccinale pour les soignants. Quand vous écoutiez le ministre Françoise Laborde, vous avez dit quel aveuglement. Pourquoi? Mais parce qu'il dit c'est quelques bandes, mais non, c'est pas quelques bandes. Je veux dire, il y a une situation insurrectionnelle en Guadeloupe et qui s'appuie sur un malaise très ancien, très profond. Alors la crise sanitaire est en effet la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que les populations ne veulent pas entendre parler de passe sanitaire, de vaccination, etc. Il y a eu un précédent, si je puis dire, sanitaire, où on a abandonné les Guadeloupéens quand il y a eu notamment cette pollution massive qui a empoisonné tous les Guadeloupéens sur ce produit phytosanitaire qui était utilisé dans les babaneraies. J'ai oublié le nom. Merci beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a une méfiance. Il y a aussi un état local qui est absolument pathétique. On sait qu'il y a des coupures d'électricité, que l'eau n'est pas potable partout. Enfin, ça fait des années qu'on sait que la situation en Guadeloupe est absolument terrifiante, qu'en plus il y a une tradition en Guadeloupe, j'allais dire, de contestation beaucoup plus vive qu'en Martinique. Là, la cocotte minute est à fond, est en train d'exploser, et c'est vrai que la réponse, elle ne peut pas être simplement... alors bien sûr, il faut alors, elle est calme, pas, vous mais le elle savez, peut il y pas a une être instance de dialogue, mais il y a pas de... policière et juridique, et on ne peut pas dire, c'est qu'il y a des bandes armées, il y a du trafic de drogue, il y a tout ça qui fait qu'il y a une violence plus forte, sans doute, mais c'est toute la société guadeloupéenne qui est malade, et qui est malade sans doute en raison des incuries répétées de la métropole et d'État à l'égard de la Guadeloupe. Oui, c'est une situation effectivement très compliquée avec en fait trois crises qui se superposent. La première, on l'a dit, la crise sanitaire. Il n'y a que 40%, même pas 40% des Guadeloupéens qui sont vaccinés. Chez le personnel soignant... Plus chez les soignants. Alors justement, on arrive à 87%, je crois. 87%, mais parce qu'on les a obligés. Oui. Entre parenthèses, qui prouve que quand on oblige, on y arrive quand même. Donc, il y a cette grande défiance à l'égard des vaccins. Françoise l'a abordé pour toute une série de raisons. Effectivement, le chlordécone, c'est quelque chose qui était très important, puisque ça a eu des conséquences sanitaires très graves, beaucoup de cancers en Guadeloupe, et on a mis un certain temps. On l'a interdit en 90 en France, mais... chose invraisemblable, on l'a laissé jusqu'en 93 en Guadeloupe. En métropole et en Guadeloupe. Oui, en France, en métropole, pardon. Et voilà. Donc, ce qui était quand même assez... Enfin, bon, il y a ça. Alors, il y a aussi la crise sociale. 2 ou 3 chiffres. Il y a 40% des jeunes qui sont au chômage. Vous avez un tiers de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a une vraie situation sociale qui est préoccupante. Et puis, il faut quand même là aussi pas se masquer les yeux. Vous avez une crise, d'une certaine façon, entre guillemets, politique, qui est celle nourrie par des syndicats qui sont très très radicaux et surtout des
les autonomistes ou indépendantistes, qui existent, qui régulièrement profitent des difficultés. Ils sont très puissants, Guadeloupe. Oui, bien sûr, qu'ils sont puissants. En plus, la Guadeloupe, il se trouve que géographiquement, la Guadeloupe, c'est une île comme chacun, avec une seule grande route, en fait. Toute l'activité dépend d'une route, donc c'est assez facile de bloquer l'île en mettant quelques barrages. Donc, tout ça existe, et la solution, effectivement, elle n'est pas simple. Il faut à la fois réaffirmer l'autorité de l'État, ce que fait le ministre, c'est son travail, il ne peut pas faire autrement, et en même temps, bien évidemment, continuer à essayer d'engager le dialogue et à résoudre un certain nombre de ces problèmes, mais ça ne se résout pas comme ça. Là, il y a de la concertation, évidemment, Oui, on l'aide à répondre. C'est toujours la carotte et le bâton, vous avez pas... Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais non, ma question ne portait pas là-dessus, mais vous avez évoqué le rôle des syndicats. Pourquoi là, on a l'impression que les syndicats ne sont pas inclus dans ces négociations? Et ils le déplorent d'ailleurs. Oui, c'est sans doute une erreur, oui, notamment pour les personnels soignants, ça me paraît bien. Ouais, vous avez le syndicat UGTG, bien connu en Guadeloupe, qui tient notamment l'organisation professionnelle de l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Chacun sait que l'UGTG a des velléités indépendantistes, politiques, il faut le dire. Il ne faut pas se le cacher, effectivement. Tout a été très bien résumé par Françoise et Gérard. C'est une crise sanitaire, c'est le prétexte qui a permis d'allumer finalement la mèche d'une crise profonde qui a un caractère politique et que très régulièrement, par période, on voit la Guadeloupe s'enflammer. Ça a été dans les années 80, il y a eu l'ARC, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe. On se souvient qu'un certain Luc Renet, qui était leader. Ensuite, dans l'année 2009, effectivement, il y a eu LKP avec Elie de Mota, dont on commence à reparler. D'ailleurs, j'ai vu, il réapparaît, Elie de Mota. Donc, il y a des revendications politiques qui ne sont pas... La situation entre 2009 et aujourd'hui, 2021, n'avait rien à voir. Non, mais... Pas du tout, le parallèle était... Sans doute, mais je veux dire, une fois qu'on a dit ça ne veut pas dire qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de problème. Il y a de vrais problèmes de chômage, il y a un vrai problème social, il y a un vrai problème de l'hôpital, il y a un vrai problème pour la jeunesse. Tout ça existe, mais vous comprenez bien que ça ne peut pas se résoudre à une réponse sécuritaire. Il faut bien sûr rétablir l'ordre, mais moi je suis très étonné, je vous le dis très franchement, que le Premier ministre, bon, actuellement il est empêché, mais au moins le ministre des Outre-mer ne soit pas déjà sur place, qu'on laisse le préfet finalement traiter cette question, qui est une question qui relève de l'État central. Hein. Alors on va poser la question à François Patrien, d'autant plus qu'il y a quand même une présidentielle et qu'on sait que le vote ultramarin est quand même très important. C'est vrai à Mayotte, et c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, et c'est vrai dans les îles. Ça peut faire basculer la une situation élection. Aujourd'hui, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane aussi, sont des situations difficiles. Et demain la Réunion. Où effectivement, et demain peut-être, pour l'instant c'est calme en Réunion, c'est sûr, d'abord rappeler que cette situation, elle ne date pas d'aujourd'hui. J'ai le sentiment que sur tous les dossiers qu'on appelle chauds, sécuritaires, immigration, on a l'impression que c'est reste ce gouvernement qui porterait tout le poids des mots, alors que la situation a été déjà très bien travaillée antérieurement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et pourquoi le ministre va y aller? La première, c'est que... C'est ce que je dis, répondez peut-être à la question de Jean Chenet, pourquoi il n'y est pas allé avant, là, ou même... c'est déjà trop tard, à mon avis. Contrairement à ce qu'a dit un responsable politique, il y est allé pendant l'été. Il est allé en Guadeloupe pendant l'été, il est allé en août-septembre, il est allé là-bas, il était présent. Donc il était présent il y a 2 mois, donc il y est déjà allé. En second lieu, une réponse en 2 temps. Vous l'avez évoqué, d'abord une réponse de fermeté, il faut d'abord rétablir l'ordre. On ne peut pas aujourd'hui discuter sans que l'ordre soit rétabli, que la liberté de circuler, travailler puisse se faire. Sur la vaccination, on ne peut pas céder. Attendez, je vous interromps juste là, mais parce qu'on vient d'avoir un urgent de l'AFP en Martinique, pas en Guadeloupe, des forces de l'ordre et pompiers cibles de tir d'armes à feu. Oui. Vous parliez de la réponse sécuritaire. Il y a eu un effet de contagion. En Martinique. Donc raison de plus pour envoyer les forces de l'ordre pour que la sécurité et l'ordre soit rétablis avant qu'on puisse discuter. Sur le Covid, je vous rappelle quand même qu'il n'est pas question de céder sur la vaccination des soignants. Parce que si on cédait là, on pourrait se dire d'ailleurs, il n'y a aucune raison pour en métropole comme là-bas de dire que les soignants pourraient ne pas être vaccinés parce que... Par contre, on est revenu sur le vaccin, vous avez vu, hein? Pardon? On dit, ok, on vous cherche un autre vaccin que le messager ARN. Parce que ce dont ne veut pas le personnel soignant, c'est le messager ARN. Ils veulent un vaccin traditionnel. Et le gouvernement, apparemment, est en train de répondre à cette... Ça fait partie. Du moment qu'ils soient vaccinés, moi je crois dans tous les vaccins, pas particulièrement, pas spécifiquement dans celui-là, je crois dans Moderna, je crois dans d'autres vaccins à côté qui ont été faits, donc on peut le penser. Ensuite, pourquoi je pense que le ministre va y aller, il a envoyé aujourd'hui les moyens ils ont discuté avec Darmanin, ils vont le faire, mais il faut qu'il y ait une feuille de route. Parce qu'il ne va pas aller là-bas, s'engager, pour dire je vais répondre à tous les problèmes sociaux, problèmes de jeunes, problèmes de délinquance, problèmes de pouvoir d'achat, problèmes de chlordécone. Il y a une feuille de route, parce que si on arrive comme ça pour débattre avec des gens qui demandent tout
et qui demandent tout depuis longtemps, vous avez raison de le dire, ça peut finir par des demandes qui ne seraient pas contrôlables. Il faut donc qu'il y ait une feuille de route pour dire voilà, les sujets sur lesquels on peut discuter, sur lesquels on doit discuter avec les gens, sur lesquels on doit évoluer demain, eh bien il faut les trouver. Et je pense que dans les jours qui viennent, allez, on va dire fin de semaine, le ministre va y aller. Il va y aller quand l'ordre sera rétabli et que les conditions d'un dialogue, la situation est enquistée, il faut aujourd'hui en sortir, et le meilleur moyen, c'est... Mais y aller dans l'immédiat comme ça, aller à chaud comme ça, en écoutant simplement des doléances, il faut que le gouvernement... C'était une présence aussi forte, quand même. Peut-être que, justement, en Guadeloupe, ils en ont besoin, Vous dites que le Premier ministre va recevoir les élus locaux de la Guadeloupe à Paris, mais c'est pas à Paris que ça se traite, ça. Il les a vus hier soir. Je suis désolé. Et le sénateur de la Guadeloupe que j'ai vu ce matin est très content du dialogue qu'il a eu hier. Les Guadeloupéens, c'est sur place. Ils ne sont pas du tout représentés par la délégation parisienne. Non, moi, honnêtement, j'entends ce que vous dites, mais je trouve que la réponse n'est pas à la hauteur et que ça a un côté encore infantilisation de dire, allez, calmez-vous, hein, et quand vous serez bien assis, en rambardeux, on entendra. Ça marche pas comme ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, alors, pardon, mais encore une fois, je ne suis pas allée en Guadeloupe, je suis moins spécialiste, il faudrait interroger Christine Kelly qui connaît mieux cette situation que moi, mais je trouve que, y compris pour les Guadeloupéens, y compris pour ceux qui ne manifestent pas, ça a un côté quand même complètement infantilisant. Mais il fallait faire quoi alors? Je pense à un moment donné qu'il y a le feu, il faut y aller. Je veux dire, on y va en délégation, la semaine, c'est déjà très tard. On y va tout de suite, on fait une cellule de crise pour amener de l'ordre, on fait une autre cellule de crise pour essayer de voir quels sont immédiatement. Je veux dire, on a sorti le carnet de chèques à tout propos pour des motifs, j'allais dire, pas moins graves, mais je veux dire, pour traiter le Covid. On sait bien qu'on sera obligé de le faire en Guadeloupe pour éviter que ça se... Il y a déjà la contagion, pardon, quand il s'agit de maladies de parler de contagion, mais en Martinique, demain ça peut arriver en Guyane, après-demain à La Réunion. Donc moi je trouve que le côté on attend que ça se calme avant de faire quelque chose, François, c'est un peu puéril. Si une affaire de ce type se déroulait par exemple à Marseille, ou à Bordeaux, ou à Toulouse, mais vous auriez tout le gouvernement qui serait déjà allé. Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire? Avec des barricades, des tirs à balles réels, etc. Là, il se trouve que c'est à 8000 km. Mais ça ne veut rien dire. C'est la seule raison. Je pense que justement, on ne peut pas confondre ce qui se passe à Marseille, ce qui peut se passer à Marseille et ce qui se passe en Guadeloupe. Pourquoi? Il y a un fond que vous connaissez tous, qui est avec l'accusation régulièrement de néocolonialisme, de racisme, etc. Bien sûr. Donc c'est de toute façon, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, oui, mais dès lors qu'il y a un trouble majeur à l'ordre public, qui se pose un problème de sécurité publique, de blocage de l'île. Les hôpitaux, les urgentistes ne peuvent même pas accéder à l'hôpital. Et on regarde ça de loin depuis Paris. Une raison de plus, non, d'abord, il faut y aller. On ne peut pas aller discuter tant que le désordre... Ah non, on ne peut pas tenir ce discours. Donc il faut rétablir l'ordre et on y va. En tout cas, je pense qu'il faut y aller d'une façon... Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, ce sera plus compliqué que de régler un problème à Marseille. Bien sûr. Il y a ce fond qui existe et qui pèse, et qui est très compliqué, parce que par exemple sur la crise du Covid, on a effectivement une population beaucoup plus importante là-bas pour différentes raisons, de culture, de tradition, de choses comme ça, qui refusent la vaccination. Mais en même temps, est-ce qu'on doit justement quelque part dire bah tant pis on fait des gens qui se débrouillent, alors que bien évidemment c'est un département français qui a le droit à la même protection, la population a le droit à la même protection qu'en métropole. Donc vous voyez, c'est compliqué. Je veux dire, c'est... Mais Gérard, ton argument, j'entends sur attention aux attitudes, aux sentiments de comportement néocolonialiste, blabla, il peut aussi s'évoquer dans l'autre sens. C'est considérer que justement ça se passe peut-être pas y aller, mais c'est bien ce que je dis, c'est pour ça qu'il faut... Et je pense que oui, il faut mouiller la chemise à un moment donné, et je pense que même si tu n'envoies pas les ministres, mais dire voilà, on crée des cellules de travail sur l'ordre, mais aussi sur la réflexion. Sur ça a été le cas, hein. C'est le Premier ministre même qui a annoncé hier soir une instance de dialogue sur place. Au-delà Et puis c'est vrai que quand on voit que sur place, alors encore une fois, les émeutiers qui ne sont pas représentés par les délégations officielles, c'est un autre... On n'est pas obligé non plus de donner systématiquement la parole aux émeutiers, on a connu ça dans tous les conflits. Mais il y a quelque chose, semble-t-il, où il y a une dimension locale qu'il faut absolument prendre en compte. Et moi je trouve que attendre le retour de l'ordre, c'est encore une fois un peu infantiliser ce département. Et on ne peut pas discuter dans un lieu aussi chargé d'histoire, aussi chargé de problèmes que vous l'avez évoqué. Je crois que M. Leclerc l'a dit très très bien.
comme ça, dans l'urgence, en arrivant, je viens, j'ai la baguette magique, rassurez-vous, je vais solutionner Il ne s'agit pas de ça. le chômage et tout. Non, je veux dire, voilà, aujourd'hui, attendez, le climat est enquisté, il est dramatique, il est grave, on est dans une situation quasi insurrectionnelle. Oui. Déjà, bon, on fait les deux concomitamment, on essaie de rétablir l'ordre, et en même temps, on instaure le dialogue sur des sujets qui peuvent être Mais abordés. il faut quand même dire d'un mot que l'une des sources de revenus de la Guadeloupe, C'est c'est la le tourisme. Non, et Oui, c'est et le que là, tourisme. avec la crise Et que là, sanitaire, ça risque il y a une d'être un malentendu. désastre. C'est-à-dire pour quasiment la principale. alors ça a commencé à Oui. repartir un peu. Non, mais je Oui, crois, donc, franchement, oui, moi, c'est- je le ressens très mal, hein, cette histoire. Je pense que vous commettez une erreur politique majeure dont vous allez vous mordre les doigts. Moi, je la connais, la Guadeloupe. J'étais procureur à Pointe-à-Pitre à une époque où ça bardait aussi. On a toujours sous-estimé le tempérament de cette île, le tempérament guadeloupéen. On ne traite pas les Guadeloupéens en envoyant le RAID et le GIGN qui a leur utilité en ce moment. C'est la place du Premier ministre, j'allais dire même du chef de l'État. Et vous vous dites, calmez-vous, ensuite on ouvre le dialogue. Certainement pas. Il faut en même temps calmer, vous avez raison, mais il faut y aller sans attendre la fin de la Je semaine. crois qu'on a Vous compris la commettez- position des uns et des autres, Moi, on va je- suivre de toute façon au jour le jour. Hein. Je vous rappelle la principale information qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire que des tirs à balles réelles, tirs d'armes à feu ont été entendus en Martinique et ils ont visé les forces de l'ordre et pompiers. Donc on va continuer de suivre. Là, on va marquer une courte pause avant de continuer la belle équipe dans le débat. Cette question, faut-il remettre un service militaire obligatoire pour les filles et les garçons de 18 à 21 ans? C'est une proposition du candidat.